Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je suis seule. Normalement, c'est pas moi qui fais l'introduction, mais j'ai pris mon courage à deux mains parce que je recevais une de mes idoles, Léa Clermont-Dion, qui porte plusieurs chapeaux. C'est une militante féministe, activiste, autrice, réalisatrice, chroniqueuse, mère, enseignante, bref, une personne que j'admire beaucoup et on a jasé de c'était qui Léa Clermont-Dion derrière cette image peut-être que vous pouvez connaître d'elle. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Avant qu'on continue, je voulais vous dire que je porte un souvenir club qui sort très bientôt. Donc, normalement, on les sort en août, mais là, ça sort très bientôt en juin. Donc, un beau haut comme ça que vous connaissez bien, oversize avec le Montréal. Les couleurs trop cute. Bref, on vous laisse plus d'infos en description. Sur ce, je vous souhaite un bel épisode. Une production Girl Crush. Léa Clermont-Dion, bienvenue à En Privé, s'il vous plaît. Allô? Comment t'arrives aujourd'hui au podcast? J'arrive bien en SPM. Ah ouais, ouf, je comprends. Faut que je le nomme. Ouais. Non, mais sinon, très, très bien pour vrai. Je suis comme dans une bonne phase, là, ces temps-ci, de comme, OK, après un rush de travail, d'être très ancrée, enracinée. Puis je peux te dire que ça n'a pas toujours été comme ça. Donc là, je vais super bien, hormis mon SPM, mais je le dis parce que La normalité. Pas. Puis dans plusieurs podcasts, tu as parlé de l'année du cheval. Fait que j'ai pas le choix de commencer avec ça parce que là, j'ai fait des recherches pour toi. Parce qu'à chaque fois, les gens se demandent, bon, ben c'est quoi l'année du cheval? Ouais. Moi, j'ai été adoptée, donc je suis pas la plus près non plus de ma culture chinoise, asiatique, mais quand même, moi aussi, ça m'intéresse vraiment. Puis j'ai fait des recherches là-dessus. De un, toi, t'es né le 5 avril, c'est ça, donc tu es bélier. L'année du cheval, ça va avoir quand même une incidence, peu importe c'est quoi ton signe astrologique. Puis toi, t'es déjà une fonceuse, une militante, tu te déplaces de l'air. Donc, ce que ça peut faire, l'année du cheval, c'est, comme tout le monde, en fait, c'est de nous propulser, nous apporter une certaine liberté, mais des fois, ça peut quand même nous surcharger, être dans la super-performance. Je sais pas, est-ce que ça te parle, ça? Oui, ça me parle. Ouais. Oui, ça me parle. Je rentrerai pas dans les détails, mais c'est vraiment ça. Puis je pense que c'était comme l'année du serpent avant, qui était autre chose, là, qui était pas du tout le même mood. Mais je te dirais que j'en fais des blagues, mais honnêtement, je suis vraiment sur un cheval cette année, puis ça va vraiment vite. J'ai l'impression que je dévale une côte. Puis, en tout cas, bref, tout ça pour dire que là, je reprends mon souffle. OK, c'est bien. Mais je veux juste dire quelque chose. Moi, je me suis fait faire ma carte du ciel à l'âge de 7-8 ans. Là. Ah ouais? Puis, je peux te dire une chose, c'est fou comment ça ressemble à ce que je suis devenue. Donc, tu as toujours été un peu... Dans un contexte en particulier que... ma mère, elle croyait à l'astrologie, etc. Et je me suis fait faire une carte du ciel et je te jure que c'est ce qui est arrivé. Est-ce que tu penses que ça t'a un peu guidée à être qui tu es ou ça a juste confirmé? Ben non, mais c'est parce que je l'ai relu récemment, en fait. Et en fait, je ne m'en rappelle même pas de ce que c'était. Tu sais, ça va jusqu'à l'engagement, ça va jusqu'à la prise de parole, jusqu'à mon écriture brouillonne, la calligraphie brouillonne que je peux avoir parce que je vais vite. Tu sais, puis chacun ses croyances, puis moi, je suis vraiment dans le respect de tout ça, mais j'avoue que ça m'a marqué. Puis, faut que je le dise. Pour ceux et celles qui nous écoutent, comment tu fais pour ralentir dans une vie où comme tout va vite, puis que justement ton emploi, puis tes intérêts aussi vont vite, tu sais? Bien, en fait, tu sais, moi, je dirais que ça part de l'enfance, la vitesse. C'est comme si j'avais une urgence de vivre qui était aussi associée à une peur de manquer quelque chose, mais plus fondamentalement, de la mort. Puis ça peut avoir l'air un peu intense dit comme ça, mais c'est vrai. C'est la peur de perdre quelque chose ou, tu sais, vraiment un esprit presque volatile. Puis des fois, ça faisait en sorte que je voulais beaucoup, beaucoup en faire. Moi, mon premier burn-out, je l'ai fait à 12 ans. J'ai fait un burn-out à 12 ans, puis quand tu fais un burn-out, je pense que tu en as fait un. Oui. Oui, c'est ça. Donc,
c'est vraiment essoufflant. Tu sais, la vie t'envoie un message. Puis comme à l'enfance, comme ça, tu te dis, bon, ben c'est assez. Mais c'est revenu vraiment par vague, là, ce Ils truc-là disent souvent, d'épuisement. t'en fais un, ça se peut que l'épuisement puisse revenir. T'es plus... pas dans le sens que t'es plus enclin, mais il y a le côté très scientifique aussi de la chose, là, qu'on est plus fragile, en fait. Oui, ben en fait, moi, je sais pas exactement ce que c'est un burn-out, mais je l'ai expérimenté. Puis, tu sais, souvent, j'ai comme aussi catapulté la guérison, là, comme plutôt que de faire, OK, c'est quoi les vrais questionnements. Mais récemment, j'ai été obligée de me dire, OK, c'est quoi que je fais, là, autrement? Puis de me poser les vraies questions. Donc, pour ralentir, pour revenir à ta question, c'est premièrement de se poser la question, ce que je veux vraiment, puis de prioriser, puis faire des choix, tu sais. Puis ces choix-là, c'est des choix de vie, c'est des choix de bien-être parce que on peut tout le temps en faire plus. Puis on est dans une société capitaliste qui va vite, 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 vite. Puis même moi, j'étais là-dedans. Puis tu sais, la pratique du pilates, du yoga m'a beaucoup aidée. Ah ouais? Ah oui, 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 à reconnecter avec mon corps. Wow! Puis après, ben, tu sais, c'est sûr que j'ai eu mes enfants tôt et là, ils sont plus vieux, donc c'est plus facile pour moi. Mais c'est sûr que du 0 à 3 ans, là, c'était vraiment intense, là. J'avais juste pas de temps pour moi. Il y a un côté de moi, je trouve ça vraiment intéressant, tout ce que tu dis, là. C'est fou parce qu'à 12 ans, vivre un épuisement comme ça, puis de l'avoir revécu, là, je crois que c'est réarrivé, tu sais. Moi, c'est quelque chose qui me stresse ces temps-ci parce que je pense au fait d'avoir des enfants dans, comme, la prochaine année, là. Ouais. Mais là, ayant vécu un épuisement professionnel, c'est quelque chose qui me stresse beaucoup avec la prise de médication. Puis je sais que, là, je dis ça, mais chaque personne, on le vit tout différemment, en fait, tout ce qui est burn-out. Tu sais, justement, est-ce que tu l'as vécu différemment à 12 ans de l'année passée, de comment tu as navigué à travers ça en étant mère? Ben en fait, c'est ça, c'est que quand j'avais 12 ans, moi, ça s'est transformé en anorexie, puis ça s'est transformé dans une hospitalisation. Donc, c'est vraiment allé très, très loin. Ça a été vraiment extrême. Alors, tu sais, quand on perd le contact avec la réalité comme ça, puis qu'on est hospitalisé, c'est la vie nous dit, bon, tu fais un choix. Puis ce choix-là, c'est, est-ce que tu veux vivre ou pas vivre? C'est ça la question qui t'est posée. Fait que moi, c'est sûr qu'à 12 ans, ça amène une transformation de vie, mais qu'on comprend pas. Là, la différence, c'est que dans les grandes étapes de la vie, des rituels comme avoir des enfants, tu sais, c'est une grande étape. Là, j'avais pas le choix de me poser des vraies questions que je me suis pas posées à 12 ans. C'est normal, ou même à 17 ans ou plus tard. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce que je veux? Puis c'est que, aussi, comme parent, on parle de... Tu sais, tu parlais justement de ton burn-out dans un balado que j'ai écouté. Puis je trouvais ça vraiment fun que tu en parles ouvertement parce que je trouve que c'est tabou. Merci. Puis c'est important de le dire aussi. Mais pour les parents, c'est aussi le burn-out parental qui peut venir effectivement. Donc là, c'est comme demander de l'aide, réorienter aussi notre vie quand on n'y arrive pas, tu sais. Mais oui, parce qu'avec chaque choix aussi vient certains sacrifices. Oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est comme, à un moment donné, il y a une journaliste américaine qui avait dit « Est-ce que les femmes peuvent tout avoir? » Anne-Marie Slaughter, là, ça avait été tout un débat sur est-ce qu'on peut vraiment tout avoir comme femme ou il reste des barrières ou, tu sais, c'est un peu l'idée de tout est possible, mais moi, je me rends compte que non, tout n'est pas possible. Je veux dire, c'est pas possible. Puis que ça te fait ressentir. Ben, Étant une personne qui... C'est ça, c'est que c'est frustrant. Tu sais, c'est frustrant de dire, OK, ben on a des barrières. Puis quand on a des enfants, tu sais, c'est comme... Quand ils ont tu sais, de 0 à 2, 3 ans, tu peux pas sortir tout le temps, faire tes affaires, je veux dire, même travailler. Moi, je donne un exemple, je pouvais pas faire tous les voyages que je voulais pour le travail. Tu sais, il y a un frein, mais c'est comme nécessaire. Mais quand tu as le feu, puis que tu es sur ton cheval, puis que tu es bélier, c'est Vive le vraiment cheval. difficile. Fait que c'est ça. C'est comme un... Il n'y a pas de réponse magique, mais il y a demander de l'aide, puis d'accepter. C'est juste d'accepter, en fait, de lâcher prise. Ouais. C'est Puis difficile. c'est difficile. Oh mon Dieu. Parce qu'il y a des moments comme toi, j'arrive, par exemple, à un podcast ou avec des gens, puis au début, on a toujours un petit peu des masques sans le vouloir. Tu sais. Ouais. Puis les choses vont bien dans l'instant présent, mais là, après ça, il y a quelque chose avec les enfants, la famille, le travail, des projets, puis tu sais, la perte de contrôle. Moi, souvent, ça me ramène un peu, tu sais, à être un peu plus déprimée, si je peux dire. Oui. Mais c'est ça, je pense que comme le bonheur, c'est quelque chose qui n'est pas linéaire, puis que c'est juste comme... Oui, mais tu sais, même quand tu parlais
dans ton autre épisode du burn-out, que tu reconnaissais que tu avais de la fatigue puis un épuisement, que tu n'étais même pas capable d'aller dans des événements où que d'habitude tu avais l'habitude d'aller. Ça, moi, ça a été comme un symptôme que j'ai vécu, que je n'étais même pas capable de... Tu sais, je n'étais pas capable d'être contente de faire les trucs. J'étais trop fatiguée. Puis ça, je trouve aussi qu'on n'est pas nécessairement... Comme on nous enseigne pas ces signaux-là. On nous le dit pas, là, comme c'est ça qui peut t'arriver. Qu'est-ce qui arrive quand ça arrive? Puis qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, je le sais même pas, en fait. Je sais même pas quoi faire, là. Ça t'arrive-tu souvent, tu sais, tes projets, de les célébrer pour faire du piggyback sur ce que tu viens de dire? Parce que dans mon cas, on dirait qu'il arrive tellement de projets avec Girl Crush dont je suis fière et très reconnaissante de vivre. Mais on dirait que je suis toujours en train de regarder qu'est-ce qui arrive après. Puis là, c'est quelque chose que j'aimerais ça inculquer cette année, c'est d'être capable de célébrer, même juste, c'est pas obligé la grosse célébration, là, parce que j'ai pas envie de sortir au bar, j'ai pas envie de faire une grosse affaire. Non, c'est pas nécessairement ça. C'est une célébration mentale de se dire une petite tape. Hey, oui, de plus en plus. Puis ça, encore une fois, quand tu es dans un feu roulant, c'est pas possible presque parce qu'il y a trop de choses. Puis de plus en plus, oui, je célèbre. J'ai des amis aussi autour de moi qui sont comme « Hey, ce qui se passe, on va le vivre ensemble, on est heureux. » Puis en fait, je trouve que quand on se rappelle pourquoi qu'on est là pour vrai, c'est niaiseux, mais juste d'être ensemble, puis de dire, oui, on va prendre le temps là, de se dire, hey, c'est le fun ce qu'on a fait, là. Vraiment. Puis entre amis, puis ça fait du bien, plutôt qu'être toujours dans la mécanique, tu sais, de la routine, de comme, OK, bien, demain, on continue, puis demain, on continue. Mais les gens qui travaillent beaucoup le savent, là. Je veux dire, quand tu es dans la route qui tourne, là, des fois, tu n'as même pas le temps, là. Tu t'en rends pas compte, là. Tout arrive en même temps, souvent. Est-ce que la jeune activiste en toi serait surprise de ce que tu dis aujourd'hui ou ça a toujours été quelque chose que je pense que j'aurais été surprise, mais moi, j'ai jamais eu de plan de match. Ah ouais? Ouais. Ben c'est ça que je me demandais, là, parce que j'avais ordre chronologique, aucun plan de match. Je sais pas comment dire, tu viens de Gore, c'est ça? À Rawdon. Oui, bien, Rawdon initialement, puis après, j'ai déménagé à Gore à l'âge de 10 ans. Puis après, j'ai étudié donc à l'école à La Chute. OK. Puis parce après, que c'est j'ai pas des endroits très... Saint-Jérôme. Tu sais, je viens de la région. Oui, aussi. OK. Puis on dirait que c'est pas des endroits Pierreville. Ah, je connais pas. Ben c'est ça. C'est un bon signe que c'est c'est loin. Très région. Mais c'est ça, je me demande comment que ça, dans ta vie, ça s'est présenté, tu sais, le désir d'aider les femmes, d'être militante, activiste. Bien, en fait, c'est comme à la polyvalente de Saint-Jérôme, il y avait quand même le programme d'éducation internationale. Okay. Puis je l'ai fait, ce programme-là, et ça ouvrait quand même des portes de toutes sortes, comme par exemple, je me rappelle que c'est quoi la personne qui était responsable de l'animation culturelle nous avait parlé de genre la marche 2/3. Ça me dit quelque chose. C'était une marche à chaque année où on était comme solidaires à l'international, puis en tout cas... Ah, mais oui, mais c'était pas avec l'ONU, ça? C'était avec Oxfam. Ah oui, mais je l'ai fait. Bon, tu l'as fait, on l'a tout oui. peut-être fait, là. Ça existe ça existait depuis 40 ans. Puis, en fait, je trouvais ça... J'étais allée à une manifestation, puis j'étais comme, c'est incroyable ce qui se passe ici, c'est donc bien le fun. Comme, mon Dieu, ça fait du bien d'être avec du monde qui ont des bonnes valeurs, qui veulent changer le monde. Ça me faisait énormément de bien. Puis, il organisait un colloque qui s'appelle le colloque Jeunes Leaders à l'époque. Puis, je me suis retrouvée là avec plein de gens qui étaient comme, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la société dans laquelle on vit, de différentes façons. Puis, il y avait des programmes de coopération internationale à l'époque. Puis, j'avais trouvé comme ma gang. Ouais. Puis, j'ai trouvé communauté. Ma communauté. Puis, j'ai rencontré des gens qui sont extraordinaires, dont Cathy Wong. Je ne sais pas si tu la connais. Non. Elle est rendue mairesse du plateau. Et Cathy, elle est d'origine chinoise vietnamienne. Et c'est la première femme présidente du Conseil de ville de Montréal asiatique. Wow, ben là, mon Dieu, faut que j'aille la suivre. Oui, il faut que tu la suives et même que ben tu l'invites ici. Ben oui. Parce que Cathy aussi, elle est... c'est aussi une artiste, c'est une avocate maintenant, mais elle était féministe et elle est toujours, mais elle m'a vraiment initiée au féminisme. Elle est un peu plus vieille que moi, là, mais peut-être 50 plus. Puis à l'époque, quand je l'avais rencontrée au colloque, elle m'avait tendu la main, puis elle m'avait un peu introduit au féminisme. Wow. Et par la suite, c'est grâce à elle que, je veux dire, j'ai rencontré Françoise David, qu'on a organisé un gros événement à l'UQAM à l'époque. J'avais 14-15 ans. Mais tu sais, c'est comme ça te prend quelqu'un qui te tend la main, puis ça te tente-tu d'essayer, puis qu'on le fasse ensemble? Toi, t'étais willing d'embarquer là-dedans et tout. On dirait que moi,
c'est bizarre, mais quand on me tend la main, des fois, je suis un peu dans la culpabilité de comme, ah, mais là, je me sens mal que les autres aient à m'éduquer, tu sais. Donc, je m'isole beaucoup dans ma propre éducation, puis... Ah oui, OK. Ouais. Donc, c'est Faudrait que je me gêne. développe peut-être, une gêne de, comme, profiter de... Mais alors que, comme, au contraire, regarde tout ce que ça t'a permis de faire, puis de toi-même te lancer dans ta propre... Bien, c'est de trouver, carrière. en fait, sa voie. Puis moi, ma voie, je l'ai trouvée à ce moment-là, mais ça peut être dans d'autres différents domaines. Il y a des gens que c'est le sport. Il y a des gens, justement, que c'est des projets d'entrepreneuriat, etc. Moi, c'était comme... Quand j'ai trouvé cette gang-là, ben, je me suis dit, OK, ben moi, ça va être ça. Puis je me sentais tellement bien puis heureuse. En fait, il ne faut pas sous-estimer l'impact d'engagement dans une vie, là. C'est vraiment le fun. Il y a des gens qui font du bénévolat puis qui sont heureux comme ça, là. Ben oui. Tu sais, on le dit que des fois, comme donner, ça rend heureux. Là, après, ben c'était plus de l'engagement, etc. Puis c'était naïf et tout, mais en même temps, ça m'a amené plus tard à aller au Burkina Faso avec mon amie Maïka Sundarji. On fait le podcast ensemble, on se livre. On se connaît maintenant depuis... plus que 15 ans, puis on a été dans la brousse faire de la radio ensemble au Burkina Faso. Je veux dire, à 18 ans, moi, j'avais jamais pris l'avion de ma vie, là. Aïe, mais quelle expérience. C'était comme complètement fou. Après, j'étais partie au Maroc un mois toute seule, mais j'avais jamais pris l'avion, là. Aïe. Bien, une fois, à peine, mais même quand j'étais arrivée là, j'étais comme en choc culturel, mais j'ai tellement sûr. appris. Puis c'était tellement le fun, donc tu sais, c'est ça. Ça vient de ce genre de truc-là, de sortir de l'école aussi. Je faisais beaucoup d'autres choses qu'aller à l'école. Là. C'est sûr. C'est un parcours quand même complètement différent des autres personnes qui avaient ton âge à ce moment-là. T'sais. Oui, puis le fait de vivre dans le bois, ça aide parce qu'il y a de l'ennui. Là. Quand tu vis en forêt puis que tu n'as pas beaucoup de voisins puis tu n'as pas tes amis autour, je lisais beaucoup. Je réfléchissais puis ça m'a quand même aidé. Ça me frustrait aussi comme ado. Là. J'étais comme, j'aimerais plus vivre en banlieue puis chiller avec des amis. Ouais. Ah ouais. Justement, tu as commencé tellement jeune, puis tu le dis aujourd'hui, tu as encore de la haine qui vers toi à cause de ben, tu sais, quand on se positionne, ben, il y a nos antipodes, justement, qui sont contre nous. Comment tu vivais ça aussi jeune? Ah, jeune, j'en vois... Tu sais, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ah, c'est vrai. Hey! Tout le monde, il hein? n'y avait pas de réseau... Il n'y avait pas Facebook. Allô? Aïe! On dirait que... Ben, je sais qu'il y a beaucoup de femmes avant nous, justement, tu sais, puis c'est très intersectionnel aussi, là, de la manière qu'il y avait des activistes à ce moment-là, mais on dirait que j'oublie à quel point il n'y avait pas les réseaux puis qu'on n'était pas aussi accessible. Il y avait comme MSN, là, puis Caramel pour chatter. Caramel? Oui. Comme, hey, je me C'est rappelle quoi, quand ça? j'avais Internet puis qu'il fallait que ça grichait là, pour comme se connecter. Ben oui, Je il fallait me demander rappelle. d'arrêter d'appeler au téléphone. Oh pour, mon Dieu! OK, les plus jeunes qui nous regardent ne comprennent pas de quoi ouais, on non, parle. sont là. comme on est vraiment vieilles. Mais j'avoue qu'il y a eu un avant-après, là, avec l'arrivée de Facebook. C'est que la mobilisation était tellement plus facile puis tellement plus simple, mais ça amenait d'autres problèmes. Donc, ce que tu parles, c'est la violence. En ligne, j'en vivais pas. Là, à 14-15 ans, là, c'était pas... On m'avait pas dit ce qui arriverait plus tard. On pouvait pas présumer de ce qui arriverait, c'est-à-dire une espèce de flot de violence qui existe quand on prend la parole sur ces enjeux-là. Moi, j'étais ultra naïve. Là. J'étais comme, c'est quoi ça? Est-ce que tu penses que si, à cet âge-là, les gens avaient eu autant accès à toi, tu n'aurais peut-être pas continué? J'aurais été complètement détruite. C'est sûr et certain que j'aurais pas été capable. T'sais, je pense aux nouvelles générations qui prennent la parole en ligne, puis avec tout ce que ça nécessite. En même temps, moi, je trouve qu'il y a des belles affaires qui se passent. Puis, tu sais, justement, votre podcast émane justement de cette présence en ligne, là. Le fait qu'il y ait plein de nouvelles voix qui s'expriment, tu sais, des jeunes qui prennent la parole à travers leur chaîne YouTube, etc. Moi, je trouve ça super le fun. Mais ça fait en sorte que quand on parle d'enjeux touchés et sensibles, ben ça vient avec une adversité. Puis ça vient aussi avec une parole qui est imparfaite. C'est normal. Oui. Quand tu as 14, 15, 16, 17, 20, 32, 35 comme moi, tout le temps, c'est possible de faire des erreurs dans ce qu'on dit ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est normal, mais je trouve qu'on est très intransigeant. Vraiment. Puis je trouve ça triste parce que, tu sais, on vit dans une démocratie, puis se parler, là, c'est important. Puis si on s'engueule tout le temps, puis on se crie tout le temps après, comment tu veux qu'on avance? Qu'on ne se permet pas d'être imparfait aussi, tu sais, dans nos pensées, dans le sens où... Ça, c'était une de mes questions. Fait que je suis contente que tu en parles, là, mais
qu'est-ce que tu en penses des créateurs de contenu puis des gens qui s'attendent à ce qu'on prenne parole d'eux? Parce que moi, honnêtement, j'ai quand même pour moi, le féminisme, c'est une grande partie de ma vie. Puis des fois, je m'empêche de parler de ça ou même justement du racisme intersectionnel ou de d'autres sujets par peur que ce soit pas parfait aux yeux des gens. Mais en même temps, j'avance pas non plus la cause. Donc, je le fais vraiment derrière les rideaux. J'essaie le moins possible d'en parler sur les réseaux sociaux. Je parle pas du bénévolat que je fais parce que j'ai pas envie qu'on pense que c'est performatif. Tu sais, ça, tu vois, c'est tout le cerveau de comment Ah oui, mais toi, t'es aussi une perfectionniste aussi. Ouais. OK, ouais, c'est ça. Mais, tu sais, moi, j'ai envie de le dire, on vit dans un contexte tellement violent en ligne, là. Tu sais, 73% des femmes vont vivre des cyberviolences en ligne. C'est pire pour les femmes issues de la diversité. Est-ce que c'est vraiment à nous de juger si la personne prend parole ou pas? Est-ce qu'on est dans sa peau? Est-ce qu'on sait si cette personne-là souffre d'anxiété ou pas? Parce que quand tu prends la parole, là, ça a l'air le fun dit de même, là, mais comme ça peut venir avec un backlash. Donc, moi, je respecte le fait que certaines personnes disent, ben, sais-tu quoi, moi, j'irai pas là aujourd'hui. Mais ça veut pas dire que c'est toujours la solution, le silence. T'sais. C'est sûr que des fois, de prendre la parole, c'est important sur certains enjeux parce que ça nous permet justement de nommer des problèmes. Puis nommer des problèmes de société, ça fait en sorte qu'on peut travailler ensemble le changement social puis parvenir à trouver des solutions. Puis on peut mettre de la pression sur nos gouvernements. T'sais. Je pense que sans les réseaux sociaux, on n'aurait pas une si grande mobilisation sur la question de Gaza, par exemple. Ouais. Comme les journalistes ne pouvaient pas aller à Gaza durant la guerre, bien, il y a eu les réseaux sociaux qui ont, les acteurs sur place qui ont pu documenter, mais tu sais, puis dans ces cas-là, le silence pouvait être compliqué de notre part, mais en même temps, moi, je respecte les gens qui ne veulent pas prendre la parole sur tout. Personnellement, j'essaie toujours de rester dans mon champ de compétences puis d'études parce que sinon, je trouve que je dérape puis je me dis « Hey, pourquoi je parlerais de ça? Comme je vais déranger le monde. Genre, j'ai pas rapport, j'ai pas les compétences nécessaires pour parler de tel sujet. Donc, moi, je respecte l'espèce de truc de dire, ben ça sera pas pour moi aujourd'hui. Puis j'ai de la difficulté avec la volonté de mettre de la pression sur autrui parce qu'on sait jamais ce que la personne vit non plus. Là. Parce que tu es une répartie, mais tu sais qu'il y a des gens qui s'attendent vraiment à ça, puis qui, tu sais, peuvent promener des créateurs parce qu'ils parlent pas de tel et tel sujet. Tu sais, moi, dans mon cas, j'ai essayé de faire la part des choses justement par rapport à Gaza. Je republiais beaucoup du contenu, mais je prenais pas la parole, moi, parce que il y a ça aussi, là, l'aspect de désinformation qu'on veut pas apporter, qui peut être aussi dangereux. Tu sais, c'est ça. Parler peut être bénéfique. Ne pas parler veut aussi dire beaucoup. C'est vraiment difficile, je trouve, ben, de se situer. C'est compliqué, puis tu sais, de seulement ce sujet-là est très touché, mais beaucoup plus en Europe. Ici, on est quand même safe là-dessus, mais tu sais, je veux dire, je m'embarquerai pas sur la question de... Il y a plein d'aspects de cette question-là que je maîtrise pas puis que je peux pas bien exprimer. Donc, des fois, je me voyais un peu mal de comme parler de ça, mais en même temps, il y a des façons d'exprimer notre solidarité autrement, de donner de l'argent à des familles qui sont sur place, d'essayer de pouvoir consommer contribuer. ou ne pas consommer tel produit d'une compagnie aussi. Oui, puis tu sais, je veux dire, de constater quand même que, tu sais, il y a un génocide qui se passe, puis que les organisations internationales disent qu'il y a un risque de génocide, etc., de le souligner. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme individus? C'est un peu complexe. Mais il y a une femme qui est venue en fait, une journaliste palestinienne qui était de passage, donc, au Québec pour le Festival international de Carleton-sur-Mer, qui a vécu, en fait, la guerre à Gaza, puis qui était là pour présenter son film Inside Gaza. Elle s'appelle May, et j'ai eu la chance de la rencontrer. Puis, tu sais, c'est quand même... Ça, par exemple, tu vois, sa présence au Québec, j'étais comme, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour souligner sa voix? Comment ça que son film Inside Gaza n'est pas diffusé dans toutes les chaînes de télé au Québec? Pourquoi c'est juste LCN qui l'a acheté son film? Parce que Inside Gaza, c'était de montrer finalement par l'entremise des archives de l'AFP, l'agence France-Presse, tout ce qui avait été documenté finalement à Gaza par les journalistes palestiniens qui étaient restés. Fait que, mettons, ce film-là, tu vois, mettons ça, je me disais, là, on a erré. Comment ça qu'on ne le présente pas? On a enfin des archives, on a un point de vue. En plus, le film prend pas position. Pourquoi tu penses? Pourquoi? Puis, tu sais, t'en as parlé souvent, mais le Québec met pas parfois en lumière ces enjeux-là. Tu sais, tu disais là, dans d'autres podcasts qu'il
y a tellement plus de recherches ailleurs, entre autres au Royaume-Uni, en lien avec le Ah masculinisme. oui, t'sais. pourquoi nos institutions sont frileuses à Ouais. prendre des risques, à poser des Ça se vraies peut que t'aies questions? pas la réponse, Ben je veux non, dire. genre, je lis la réponse. Ben, je lis la réponse, je veux pas prétendre quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que nos institutions médiatiques sont déconnectées de, tu sais, de nos préoccupations aux plus jeunes générations. Puis pas juste aux plus jeunes générations. Je pense qu'on a une peur institutionnelle dans un contexte de crise économique. Les médias sont fragilisés, donc ils ont peut-être peur d'aller là où ça fait mal par peur de polémique, par peur dans une ère de polarisation, de représailles. Donc, on ne pose pas les questions frontalement, on euphémise les sujets. Tu sais, ça fait en sorte qu'il y a plein de sujets qu'on n'aborde pas frontalement. Puis ça explique aussi pourquoi peut-être que des podcasts comme le tien, puis des podcasts de toutes sortes, sont aussi populaires, tu sais. Oui. J'ai écouté le documentaire Après moi, le déluge de Mounir, maire de Laval, puis il parle à des jeunes, justement, qui se sentent pas connectés par les médias, qui ne se sentent pas écoutés, entendus. Mais à force d'aller là où ça fait pas mal, bon, on parle de quoi, finalement? Tu sais, on parle de jardinage puis de beau temps. C'est ça, on reste en surface ou, tu sais, ils disent, mais ne pas se positionner, c'est comme sembler d'accord avec tout. Oui, c'est ça, mais en tout cas, tu sais, puis je pense qu'on a à se questionner. Tu sais, moi, je fais le travail de documentariste depuis un certain nombre d'années, puis je vois les pratiques changer. Je vois les diffuseurs qui sont plus frileux. Je peux plus faire mon travail comme je le faisais avant, tu sais. C'est ça. Alors, bref, tout ça pour dire que, ceci étant dit, de blâmer les individus, des fois, je trouve que c'est comme OK, mais allons voir plus loin, là. Ouais. Allons voir plus loin. Je trouve ça beau de voir ton évolution en lien avec... tu disais à un certain moment que tu n'avais plus de colère en toi, puis justement que c'est pas parfait, puis que t'as pas de jugement. C'est très important pour toi de ne pas avoir de jugement envers d'autres personnes qui soutiennent la même cause que toi, tu sais. Bien, j'essaie de... Moi, ma colère, je l'ai vécue une fois de temps en temps. Tu sais, j'ai envie des fois, là, comme... mais on dirait que ça me rend trop triste. Ça m'amène dans des sentiments que j'aime moins, mais je comprends la colère des autres. Puis même, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est un privilège de ne pas être en colère parce que j'ai la chance d'avoir des ressources, des gens autour de moi qui m'aident, etc. Peut-être c'est ça qui fait que je ne suis pas en colère. Peut-être. Mais tu sais, j'ai déjà été en colère, puis ça m'arrive encore, mais j'essaie de cultiver autre chose. En même temps, il y a un sentiment d'accablement puis un sentiment de fatigue qui est généralisé que je vois chez plein de gens, puis y compris moi par rapport à justement ceux qui nous gouvernent, à Donald Trump, à d'autres. Tu sais, ces fois, on est épuisé par ça, puis on se dit, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Et moi, ça, c'est chaque jour. Oui, hein? Puis justement, tu sais, j'en parlais avant que tu arrives à Océane, qui est derrière les caméras, mais on dirait que les termes... J'écoute beaucoup Taylor Swift. Là. Puis là, dans ses chansons, à un moment donné, j'étais allée à un de ses concerts, puis là, elle crie « fuck the patriarchy », puis tu vois toutes les femmes, puis on est toutes comme enragées, puis je sais que tu en parlais un peu au podcast Sexe Oral, tu sais, de la misandrie, puis c'est quoi la ligne, tout ça, mais on est fâchés, puis c'est correct. J'en parle, puis comme je deviens, tu sais... parce que... on a vécu, tu sais, on a raison de l'être. On a raison. Puis tu vois, mettons, la colère, je l'ai pas tout le temps, mais je veux dire, à un moment donné, c'est quand on dit ça, ben, le patriarcat, c'est les Epstein Files, c'est le fait que Donald Trump commette tout ce qu'il fasse comme geste, c'est-à-dire que le nombre d'agressions sexuelles qu'il aurait commises, etc., c'est les féminicides, c'est ci, c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est déprimant, c'est vraiment déprimant. Puis c'est sûr qu'on est fatigué, mais en même temps, je sais pas ce que ça te fait quand tu vas voir un concert de Taylor Swift, mais il y a peut-être de la solidarité. Vraiment, il y a ce côté-là positif qui en ressort. On s'échange des bracelets. C'est comme un truc par rapport à cet artiste-là là, que les gens y font. Oui, hein? Ils font des bracelets personnalisés, puis là, tout le monde s'échange ça. Puis bref, il y a du beau qui arrive de ça. Puis dans notre vulnérabilité, se sentir compris par des inconnus aussi. Oui, puis le groupe, ben tu sais, si j'en reviens à l'expérience que quand j'étais ado puis que j'allais à la marche 2/3, ben c'est peut-être ce que tu vis en allant voir Taylor Swift. Moi, je le vis dans d'autres circonstances, en voyant des gens, rencontrant des gens, souvent par des conférences, etc. Ça me donne tellement d'énergie. Je trouve qu'il y a une belle résistance, en fait. Une résistance nécessaire. Puis c'est la force du nombre, la force de la solidarité, malgré le fait qu'il y a des prédateurs qui nous gouvernent, là, je vais le dire. C'est Giuliano D'Ampoli qui a écrit « L'heure des prédateurs », puis c'est des Trump, c'est Bolsonaro, c'est
autres, Les gens, ils sont comme ça, là, tu sais, puis Ouais. c'est fou, les Epstein Files. Hey, tout ça. ça, là. Mais je peux te confirmer que oui, j'en ai fait des marches plus jeunes, puis il y a des gens autour de moi qui ont un peu ri de moi en disant comme ah, t'es woke, tout ça, tu sais, quand c'était la marche pour justement les carrés rouges, puis tout ça. Puis, Ah tu sais, oui? Ouais, puis on dirait que quand j'ai commencé les réseaux, justement, j'étais un peu cette partie-là, qu'aujourd'hui, je suis contente qu'on puisse en parler puis mettre en lumière, tu sais, nos valeurs. Mais, ouais, justement, je voulais qu'on parle de la campagne. Ça me fait un tremplin pour la campagne On s'écoute. Oui. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent c'est quoi, Ouais. en fait? Ben, Ça en existe fait, depuis 2023, c'est ça? c'est ça, exactement. Ben, la campagne On s'écoute, c'est une campagne de prévention des violences sexuelles en enseignement supérieur. Puis, tu sais, c'est vraiment une réponse à MeToo. Donc, OK. hey, ça va faire bientôt 10 ans MeToo. Hein? Mais c'est ça, là, tu travailles sur quelque chose, non? Oui, il y a un Alexa? documentaire sur les 10 ans du MeToo. C'est-tu terminé? Non, c'est pas encore Non. commencé, mais tu sais, on travaille là-dessus. Mais, tu sais, 2017, là, MeToo arrive. Octobre 2017, il y a la vague, donc, de Epstein, il y a Roson au Québec, il y a Éric Salvaille, etc. Puis, il y a tellement eu de brouhaha, on va se remettre dans le bain, là, on ne savait plus quoi faire. On se dit, qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour réagir à ça? Puis, il y a eu des politiciennes comme Véronique Yvon, puis Hélène David, Christine Labrie, Sonia Lebel, qui ont fondé un comité transpartisan, donc des femmes politiciennes qui se sont unies puis qui se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et elles ont mis sur pied un comité. Et ce comité-là, qui était présidé par Elisabeth Corté et Julie Yvon, l'ancienne juge en chef de la cour d'appel, je pense, ou supérieure, je ne sais plus. Et j'ai-tu dit Julie Yvon? C'est pas ça pantoute. C'est quoi son nom? Je sais Mais même je peux pas pas c'est qui t'aider, Julie en plus. Yvon. En tout cas, whatever, qui est Qui cette est personne? Julie Yvon? Je m'excuse. Là, j'ai comme on dit en anglais, un blanc. Alors, bref, mais je sais plus si c'est cette personne-là. Je m'excuse. Alors, bref, ce comité-là a créé donc un rapport Rebâtir la confiance. Puis il y avait 163 recommandations, plein de choses le fun, comme les tribunaux spécialisés en violences sexuelles et conjugales, mais aussi de créer une campagne nationale de prévention. Parce De que l'année. l'éducation, selon les experts qui étaient sur le comité, était essentielle pour la suite des choses. Tu sais, c'est le fun de réagir. Ben, c'est pas le fun, mais en fait, il faut réagir quand il y a des scandales sexuels, évidemment. Il y aura toujours des vagues de post-MeToo. On en vit présentement une avec Patrick Bruel. Mais ça va continuer, mais on fait quoi? Puis il faut travailler en éducation. Puis l'éducation, c'est pas juste la formation, c'est aussi toucher le cœur des gens. C'est ça, on s'écoute. C'est faire des messages d'impact pour dire, hey, comment est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer, pour prévenir, pour être un témoin actif, pour réagir quand on voit quelque chose, ou on demande de l'aide aussi quand on est victime. Là, j'imagine qu'il y a aussi des personnes étudiantes qui nous écoutent. Ouais. La campagne On s'écoute, c'est un site Internet aussi avec des ressources pour les victimes. Donc, si, par exemple, une personne est victime d'agression sexuelle dans une université, un cégep ou une école professionnelle, il y a un guichet unique où on peut porter plainte. Et là, ça, c'est intéressant parce que c'est des ressources qui sont hors système de justice. Oui. Le système de justice qui est tellement pas fait pour tout le monde, qui est tellement lourd et épuisant, puis c'est tellement long à affronter ce paquebot-là. Donc, Ça semble comme une montagne. c'est une montagne. Donc, on a ça. Puis cette année, ben, on a fait un coup d'éclat avec la question du masculinisme. Oui. Parce que les universités puis les cégeps nous disaient, c'est partout. C'est partout dans nos salles de classe. L'impact est là. L'impact est présent. Étais-tu surprise? Quand même. Moi que aussi. ça soit ce point tel, là. Puis j'ai c'est des amis qui partout. sont profs, là, puis qui en entendent des propos. Des Non, jeunes au c'est ça. secondaire. Et ça commence dès le secondaire. Fait que là, on s'est dit, il faut qu'on fasse un message d'impact là-dessus. On a lancé la campagne On s'écoute. Il y a une vidéo sur Instagram. Je vous invite à nous suivre. On a du contenu. Puis on a créé aussi un guide pédagogique pour les salles de classe secondaires puis cégep université pour répondre à ça, finalement, déconstruire les discours. Parce que les impacts, ils sont là. Parce que, finalement, c'est ce qu'on dit, c'est que le masculinisme vient à banaliser les violences sexuelles. Mais encore une fois, c'est comme, tu sais, quand tu disais faut célébrer ce qu'on fait, on célèbre la campagne On s'écoute. Ouais. Parce qu'on est honoré de le faire. Puis C'est important. puis c'est important. Puis le ministère nous fait confiance. Puis c'est peut-être une goutte dans l'océan, mais c'est mieux que rien. T'sais. Ben, c'est vraiment pas, pour moi,
une goutte dans... Pardon, mon Dieu, ma voix. Une goutte dans l'océan. Là, j'ai l'impression que, justement, en allant dans des podcasts, en parlant, il y a aussi des alliés, des gens qui commencent à, justement, faire le mot. Ben Olivier Dion, il a fait une vidéo, ça a été presque vu 1 million de fois. Ouais. Là. C'est vraiment... Oui, parce qu'on a aussi des influenceurs qui se sont ralliés à la campagne Ouais. cette année. Puis ça, j'ai trouvé que c'était... En fait, c'est la seule façon là, comme de toucher les jeunes. C'est pas compliqué. Là. Il y a... À travers où qui passent le plus de temps, les médias sociaux. Oui, exact. Donc, oui, notre message d'impact, notre vidéo d'impact, mais tout le reste est important. Puis, tu sais, finalement, on arrive à 15 millions d'audience à travers le Canada, 3 millions Est-ce de que vues. les classes prennent le temps de montrer la vidéo, par exemple, ou tu sais, quand tu parles du guide, il est juste disponible ou il y a un moment dans le programme où, tu sais, bon, ben aujourd'hui, on va en parler un peu? Ben c'est pas obligatoire, mais on travaille OK. là-dessus. Puis là, on travaille aussi avec Ensemble pour le respect et la diversité. Je sais pas si tu connais Raphaël Provost. Oui. Ben en tout cas, avec Raphaël, on est en train de préparer aussi un projet pour OK. les écoles secondaires. Donc, c'est une étape à la fois, tu sais. Oui. Mais c'est pas obligatoire. Dans les écoles secondaires, nous, si on est notre objectif, c'est plus université et cégep, parce que c'est ça notre financement, mais on essaie vraiment d'ouvrir ça pour que ça soit plus à long terme aussi secondaire. S'il y a des gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous donner des exemples de propos masculinistes? Oui. Ben là, on est beaucoup dans la... Quand je parle de banalisation des violences, c'est aussi de réitérer la violence dans nos propos. Donc, de dire, par exemple, que les victimes de viol mentent, qu'elles cherchent de l'attention, le victim blaming, donc de dire que la personne qui s'est fait agresser l'a cherché, etc. Ça, c'est des propos que les masculinistes peuvent dire. Ou on a aussi l'idée de contrôle de sa blonde. Qui est insidieuse. Oui, à travers les relations intimes et amoureuses. C'est pas juste de dire « Hey, je suis masculiniste », là. C'est de dire « Ben, moi, ma blonde, faut pas qu'elle ait eu 5 ou 6 partenaires. » L'idée du body count. Ah ouais. L'idée de pureté, là, dans les relations intimes, faut pas qu'elle ait dépassé tel nombre de partenaires. Ça arrive encore souvent, là. J'ai entendu ça dans une vidéo TikTok, là. Ah oui, oui. Puis, T'sais. tu sais, nous, on n'est peut-être pas ciblés par ces vidéos-là, mais c'est ce qu'ils disent, puis c'est ça l'impact. Après ça, c'est de dire aussi la méfiance envers les femmes qui travaillent, les girl boss, tu sais. Ces femmes qui travaillent, qui rayonnent, qui pour certains, pour ces masculinistes-là, pas tous, vont contribuer à la nuisance, en fait, vont nuire à l'équilibre de la famille. Donc, on est aussi dans l'ordre traditionnel, donc de dire, ben la femme doit rester à la maison, puis l'homme est pourvoyeur, l'homme s'occupe de sa T'as vu au blonde. bye-bye? Oui, 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 Ouais. oui. J'ai vraiment ri. Oui, c'est quelque chose. Mais tu sais, c'est comme un peu hallucinant parce que finalement, c'est comme des discours des années 50 qui nous reviennent en face. Puis non, c'est pas acceptable. Là, comme... C'est aussi de... Quand on est dans les propos les plus extrêmes, c'est évidemment des Andrew Tate, mais il y en a plein d'autres, là. Tu sais, Myron Gaines, Sneeko, etc., qui vont carrément dire que le viol devrait être légalisé, là. Oh. Ou même Andrew Tate a dit au lendemain des élections présidentielles, et si on retirait le droit de vote aux femmes parce qu'elles ont voté en majorité pour Kamala Harris? Hey, on est en 2026. Genre, j'aurais jamais pu imaginer qu'on soit là. Mais là. comment il peut y avoir des discours aussi violents, puis dans l'extrême, tu sais, Ben comment ça? Ben moi, il y a deux affaires. de la Il y a comme misogynie? le contexte politique, puis il y a aussi les réseaux sociaux, la structure. Tu sais, il y a eu un choix qui a été fait par Mark Zuckerberg en 2024. Puis ce choix-là, c'était post-élection présidentielle. Avec l'administration, donc la réélection en fait, l'élection de Trump, il y a eu comme un moment où il s'est dit, ben moi, je suis avec lui. Puis comment je suis avec lui, ben je vais ôter la modération de contenu, de discours haineux. Puis je vais laisser place Je savais même pas ça. community notes. Ouais, tu sais, ça s'est passé vite, cette affaire-là, mais on l'a oublié. On dirait que ça n'existe pas, là, les gens, tu sais, les Mark Zuckerberg, dans le sens comme Ouais. moi, j'utilise mes réseaux sociaux. puis, On tu sais, ben moi aussi, il y a je un truc, il l'oublie. faut que tu coches de quoi, tu le fais, tu sais, on n'est pas fou. On oublie, mais tu sais, on aime nos réseaux sociaux, je veux dire, c'est des bons outils, fait qu'on est dépendant de ça. Mais j'ai écouté tout un long podcast avec lui, puis Joe Rogan, puis tu sais, lui, il s'en vante, là, il est comme très fier d'avoir adopté le modèle de X. Mais le problème, c'est qu'il gère Facebook uniquement dans une perspective comme une entreprise, mais il oublie les effets que ça fait sur la démocratie. Puis je suis fondamentalement contre l'idée de laisser des discours haineux en ligne être proliférés, puis aussi plus de vérification des faits.
Donc, de la désinformation. Ouais, Alors, on profusion. a toutes sortes de discours de désinformation masculinistes, mais autres. Tu sais, vous avez probablement vu, tu sais, toi, tu as probablement vu, ou le public, un des vidéos où on voit des masculinistes qui parlent du fait que boire de l'eau, c'était pas bon parce qu'ils risquaient, en J'ai fait, pas de vu se ça. déviriliser Oh parce mon que les Dieu. femmes urinent dans l'eau et donc il y a de l'estrogène. Ben voyons donc. Comment ça, cette vidéo-là, comment ça, ce propos-là est véhiculé sans qu'il y ait une modération de contenu? Alors que je vais te dire une chose, moi, certaines vidéos que j'ai faites sur le masculiniste ont été censurées. Ah oui, Tu sais, je c'est suis ça. comme, come on, là. Ouais, C'est politique. Donc, il y a très des, politique. il y a des barèmes, il y a des choses qui ont été faites, des décisions qui ont été prises par ces instances qui ont un effet sur la prolifération des discours violents, misogynes. Mhm. Puis aussi, il y a le contexte politique d'avoir maintenant un Trump qui est complètement fou, qui Qui a toujours qui été met- fou, mais là, on dirait que c'est sans précédent, qui, là, il est dans son espèce Le gros de sensationnalisme. géopolitique internationale, violente, viriliste, dominatrice. Ben oui, il fait des voyages. Tu sais, il se rapproche de plus en plus d'un État autoritaire. Tu sais, il y a plein d'analystes politologues qui vont faire des comparaisons entre le fascisme et ce qu'il fait. Puis dans ce projet-là fasciste de Trump, il y a aussi cette question du masculinisme, parce qu'il l'est fondamentalement. C'est ça qui fait, c'est la domination de la femme, la virilité, Ben, la force. même, il s'en cache pas, là. On le voit dans ses Ben, c'est actions, ça. des fois, puis on dirait que c'est très choquant. Qu'est-ce que tu penses de... Je sais pas, tu sais, à quoi ressemble ton entourage ou à travers les années, comment tu t'es entouré des gens qui sont autour de toi, en fait. Mais moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un ami qui avait des propos parfois misogynes. Ouais. Tu sais, souvent, on parle des hommes masculinistes qui vont peut-être être ton chum sans que tu t'en rendes compte, Ouais. puis tout ça. Mais qu'est-ce qu'il advient quand tu as quelqu'un de ton entourage qui est un ami? Tu vois de temps en temps, mais là, des fois, il y a des propos misogynes, masculinistes. Comment gérer ça? Ben, quand j'étais jeune, j'ai sorti avec un gars qui est devenu masculiniste avant l'heure. Ah, Et masculiniste et à droite, je dirais, sur le plan économique. mais tu savais pas dès le départ. Ou c'est que tu Non, connaissais je le pas? savais pas. Il a changé. Ah, il a changé. Il a changé. Il est devenu libertarien, tu sais. C'est comme... Et honnêtement, c'était un peu... j'étais jeune. J'étais assez jeune, donc j'avais pas les mots là, pour réagir. Mais surtout, si t'aimes Je me quelqu'un... sentais pas bien, mais je savais pas comment le dire, puis j'avais pas les arguments, puis je savais pas si c'était moi qui étais folle ou que c'était... Mais finalement, ça s'est avéré, tu sais. Les gens autour de moi me l'ont dit après. Donc, tu sais, premièrement, quand ça arrive, c'est facile à dire là, de s'en aller, mais c'est plus compliqué de dire bye-bye à un ami là, qui a des propos comme ça. Puis, en fait, même des propos sexistes un peu ordinaires, ou, tu sais, c'est pas tout le monde qui est masculiniste. Je veux dire, c'est Extrême. Ou... extrême. Ouais. Tu sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne, là. Les gens vont pas se revendiquer comme ça de même, là. Ça va être sournois, ça va être des C'est petits ça. commentaires. Donc, Ça serait quoi ton conseil à ces personnes-là? ben c'est là, ça dépend si on a cette énergie, mais le dialogue peut aider. Tu sais, le questionnement, le dialogue, la démystification de ces propos, parce que souvent, ils sont dans la haine de l'autre, ou l'ennemi, c'est les féministes, tu sais, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui revient. Donc, d'essayer de comprendre d'où ça vient, puis pourquoi. Mais tu trouves pas que c'est tout le temps Mais nous qui est en train mais d'essayer de comprendre? exactement, c'est ce que j'allais dire. À un moment Tu sais, donné, j'ai ça l'impression- suffit, on est tanné, C'est arrangez-vous, ça. bye. Exact. Tu sais, moi, j'avais Non, un mais ami tu sais, de à un longue moment donné, date. c'est assez, On là. était un été relax, tu sais, dans une grosse balançoire, là, 4 places, là, comme ça, en train Ouais. de manger des concombres puis du fromage. Puis là, vient le sujet, je sais pas comment c'est arrivé le sujet, mais que justement, ben, les femmes, on part avec des fois, tu sais, ben, en fait, c'est difficile pour nous d'avoir le même salaire que Ouais. certains hommes, surtout dans des niveaux C-level et plus Ouais. aussi, même dans des niveaux de direction, de gestion, ça part comme ça. Puis là, cette personne-là en question était totalement en désaccord, puis tu sais, je me rappelle, Ah, là, ben là, à un moment donné, là, ben, c'est comme ça. Puis là, moi, je me suis dit, plus jamais je laisse ça entrer dans ma vie. Mais après ça, t'as beau dire ça, mais
ça marche pas de même. Ça Puis j'en marche parlais pas à de mon même. amie hier parce que là, elle me disait, je cherche quelqu'un, j'aimerais ça que tu me présentes quelqu'un. Tu sais, je suis tannée des réseaux sociaux, puis tout ça. OK. Puis elle dit, là, je dis, c'est quoi tes critères? C'est quoi que tu as en tête? Puis elle dit, bon, ben moi, je suis hétéro. Donc, je cherche un homme qui va être... Puis tu sais, elle dit en premier, je cherche un homme qui va être féministe et woke. Puis là, elle est comme, mais là, ça, je le trouve pas. T'sais. Est-ce que toi, tu penses qu'elle pourrait ne pas mettre ça dans ses premiers critères, puis que la personne peut changer, se mêler? Ben, je pense en fait qu'il y a des gars qui le disent pas puis qu'ils savent pas trop comment le dire, mais qui sont peut-être pas revendicateurs, mais qui peuvent être bons Des pour alliés. ça. Déjà, s'il y a une écoute, Ouais. puis ça peut aider. Mais tu sais, je veux revenir au sentiment que tu avais avec cet ami-là. Je comprends totalement. Là. Moi, je suis vraiment écœurée. Là, comme, C'est là, ça. je suis à bout. Sérieusement, arrangez-vous. Comme, moi, j'ai écrit « Salut, ça va pour les jeunes hommes ». Quand je dis arrangez-vous, c'est pas de dire je suis désespérée, je ne Non. veux pas dialoguer. C'est juste que dans les soupers de famille, quand je peux entendre un propos d'un individu, ou je dis souper de famille, mais un contexte social X, puis que j'entends des propos qui sont absolument grotesques, moi, des fois, il m'arrive de juste faire puis de m'en aller. Tu sais. Ouais. C'est tout. Parce que je suis fatiguée. Et je suis fatiguée de toujours répéter la même C'est chose. ça, c'est pas toujours à nous d'éduquer. Non, exactement. Puis aussi, je suis tannée des fois de devoir toujours polir mon message, de peur de choquer, mon Dieu, not all men, etc. Je suis comme, hey, regarde, il y a eu le procès Gisèle Pellico, là, puis il y a eu 80 hommes qui ont violé une femme dans la nuit, qui était sédatée. Et Hugo Meunier a fait une enquête au Québec, puis il a trouvé en quelques heures une centaine d'hommes aussi qui étaient prêts à violer une femme. À un moment donné, la violence, elle existe. La violence faite aux femmes existe. On n'a pas à Le nombre de s'excuser féminicides. d'être tanné de ça, puis de dire, on peut-tu faire quelque chose, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez vous prendre en main aussi, les gars, dans votre prise de conscience? Puis c'est pas d'être misante de dire ça. C'est ça, je me J'adore les demandais. gars. J'adore les gars. Mais il y a aussi un questionnement à avoir. Plus large. Justement, je sais que tu as dit que tu n'étais pas très chronically online, tu ne passes pas beaucoup de temps Non. sur... Moi, je suis chronically online. Puis justement, étant féministe, ben, mon contenu tourne beaucoup autour de ça. Et des fois, dans tout ce qui est divertissement, tu sais, TikTok, c'est des très petits TikTok, très courts. Oui, il y a beaucoup de sensationnalisme. Mais je suis des femmes, puis tu sais, ça me fait un peu rire. Tu sais, des fois, on va un peu dans l'humour de ça parce que... Je sais pas, c'est peut-être un mécanisme de défense, Ben, ça mais fait du bien de rire. ça fait du bien d'en rire. Puis il y a des femmes qui font des TikTok que c'est des acts of microfeminism. Je sais pas si tu en as entendu parler de Non. cette tendance-là. Donc, ces femmes-là, ils expliquent qu'est-ce qu'ils font, puis c'est juste drôle. Fait que je te donne un exemple, là, mais je suis un peu gênée de le faire. Mais exemple, tu es dans la rue, puis tu es au bar, en dehors du bar avec tes amis, puis là, il y a des hommes qui t'approchent, mais t'as pas envie de leur parler. T'as pas envie de mentir, puis de dire j'ai un chum, puis que t'en as pas, ou peu importe. Donc, tu vas juste bark, tu sais, tu vas juste japper après eux. Puis là, c'est comme plein de trucs comme ça, puis tu sais, des femmes qui disent... Ah, c'est drôle. Je suis en train de marcher, puis là, il y a un homme qui me marche de trop près, ben là, tu sais, je vais y faire le saut. Ou comme... Ou, mettons, je suis oui, OK. au restaurant, puis je vais m'adresser toujours à la femme. Ben ça, moi, je fais ça tout le temps, mais dans le sens... Ah, ben, j'aime j'en ça, fais. ça. C'est quoi le nom du trend? C'est Act of Microfeminism. Donc, des actions de j'aime micro-féminisme qu'on peut faire dans notre vie. Puis c'est quand même intéressant après de se pencher sur qu'est-ce qu'on fait sans le vouloir nous. Oui, il y a un mécanisme de défense parce que, ben, on peut avoir peur des hommes, c'est très valide aussi. Hey, moi, Il y a aussi, hier, avant-hier, j'étais Ouais. après un match des Canadiens, je retournais chez nous, puis, tu sais, demande sexuelle non sollicitée, pas le fun. Ah. Genre, va-t'en, dégage, ça me tente pas. Tu sais, combien de fois ça nous arrive, tout ça. Mais j'aime ça, la stratégie d'autodéfense par Mais je me demandais, l'humour. t'en pensais quoi? Parce que justement, je suis Ben, je comme, trouve est-ce que ça c'est de la génial. misandrie ou pas? Ben non, là, c'est de Ok. dire, je Mais j'ai respecte. continué de japper. C'était mon exemple. C'est ça Ben qu'on non, fait mais c'est parce que, avec mes tu amis. sais, j'aime ça, moi, de comme s'adresser plus à la femme ou de, tu sais, c'est des petites affaires comme ça qui font en sorte que on est subversive, Ben oui. qu'on change un peu la donne. Exact. C'est par des micro-actions. Puis, comme tu as dit, on n'est pas obligé de toujours faire la marche, la grosse demande de pétition. Là, si ça, des fois, c'est dans notre vie de tous les jours. Puis, il y en avait un autre, c'était comme si la prof reçoit un appel comme quoi l'enfant est malade, ben, elle appelle le père en premier.
Ah T'sais, oui! plein de Hey, petites c'est choses comme donc ça. ben bon, j'aime Ouais. ça. Bon, ben, je suis contente que tu aimes ça. Tu pourrais peut-être participer à la tendance, en tout cas. Ben, en Moi, tout cas, j'aime je vais aller vraiment. voir ça. C'est juste que je t'aime en poche sur TikTok, que je suis complètement... je suis nulle. Ben, c'est Je correct. sais Faut se même pas comment protéger ça marche. aussi. Puis je pense que Oui, c'est que je suis fatiguée. Fait que le numérique me fatigue un peu. c'est normal. C'est de être... Ouais, c'est Mais très valide. je suis fatiguée. Pas fatiguée tant que ça, mais c'est juste que des fois, genre, j'aime ça me déconnecter. Ben, on est Souvent. très accro, tu sais, aussi. Là. Moi, je suis accro à mon téléphone. Je l'utilise quand je me réveille, quand je me couche. Ah, moi aussi. Après ça aussi, des fois, j'ai fait cet exercice-là mental. Je viens de doom scroll, qu'on appelle, là. Donc de passer du temps à comme regarder plein de TikTok. Je lâche mon sel puis je me dis, OK, qu'est-ce que je me rappelle de tous les TikTok? Et là, mon Dieu, je suis capable d'en nommer plus que 10. C'est le brain Ça veut dire rot. qu'en 3 minutes, j'ai vu 10 sujets et plus. Imagine comment que ça me suit dans ma journée sans que je m'en rende compte. Puis des fois, là, tu regardes, il y a un animal qui meurt puis tu te dis, mais pourquoi que je suis full triste, là, je pleure, mais pourquoi je m'inflige ça si je suis pas capable de le supporter non plus? T'sais? Oui, c'est ça, mais c'est comme on est surstimulé, là. Exact, on est surstimulé. Là, on a parlé beaucoup de violence. Je sais qu'il était en train de participer à un livre collectif avec plein d'autrices qui s'appelle « Parlez-moi d'amour ». Ah oui! Est-ce qu'on peut en parler ou c'est comme... Ah oui, comment ça, tu sais ça? Ben, je t'ai écouté durant ton podcast, puis je Ah trouvais ça mon Dieu, intéressant. t'es très Je trouve ça préparée. beau. Wow! Ben là, c'est mon premier podcast toute seule, écoute. Puis j'ai la chance d'avoir de ton t'es- temps puis ton énergie. T'es très, fait que je vais très en préparée. profiter. Hey, je suis donc bien contente. Oui, Parlez-moi d'amour. Donc, c'est un livre qui va paraître le 12 août pour la journée OK. du livre, là. La journée des libraires du livre. En tout cas, la journée du livre québécois. Et en fait, j'ai demandé à plein d'autrices que j'apprécie, Kim Lizotte, Marilyn Gendron. OK, c'est toi qui as initié le projet. Ouais. Wow. Oui. Écoute, plein de filles super, Chloé Savoie-Bernard, Rebecca Deraspe, etc., de me parler d'amour. Parce que Catherine Etier aussi, en tout cas, je les nomme pas toutes, là, mais j'avais le goût de bonbons. J'avais le goût en fait, de tout simplement m'intéresser à cette question-là, alors que je me suis tellement intéressée à la haine. Et on est en train de finir le livre à l'heure actuelle. C'est un livre aussi graphique. J'ai comme l'impression que ça va être une espèce de baume. On a appelé ça une bluette. Ah. Une bluette, là, c'est comme un livre un peu émotif, sans prétention, qui va traiter de sujets un peu plus légers. Puis, en fait, c'est juste qu'en ces temps tristes, de polarisation, de violence, je trouve que ça fait du bien de parler d'amour, Ben oui. d'y penser, de le réimaginer, de se le réapproprier, de le critiquer, tout ça. Je trouve que c'est un sujet Ouais. qui est... C'est quoi pour qui est toi le fun. l'amour? Ben, moi, l'amour, c'est un élan. L'amour, c'est total. Mais là, comme j'apprivoise ma conception d'amour, parce qu'au départ, j'avais aucune idée c'était quoi. Ben, pour c'est ça que je disais, normal, parlez-moi il y a tout d'amour. un puis, processus, ouais. ben, en fait, je me suis rendu compte que je savais pas même c'était quoi l'amour. Mais là, finalement, j'arrive à la conclusion que c'est comme une espèce d'élan mutuel où deux personnes se rencontrent sur la même longueur d'onde et connectent totalement, humainement. Puis que, au-delà des apparences, justement, il y a un lien qui est plus fort et qui amène l'un et l'autre à être un peu en symbiose, en harmonie et même aimant. Aimant dans le sens d'aimer, mais aussi comme des aimants qui sont pas capables de... Ben c'est comme un duo fondamental, finalement. Mais je pense que c'est ça, l'amour, mais l'amour se transforme avec le temps, l'amour se transforme selon les configurations, puis il faut réapprendre l'amour aussi quand on le vit, et ou dire, ben là, tu sais, ça se termine là, quand c'est fini, mais c'est ça. Mais de ce que je vois aussi dans ce livre-là, puis de par le témoignage des autrices, c'est aussi que c'est un apprentissage constant. Puis que quand on pense savoir c'est quoi, ben finalement, on se dit « Ah, on ne sait pas totalement c'est quoi. » Puis la vie nous envoie des surprises, puis on le réapprend. Mais moi, je sais une chose, c'est que l'amour, c'est aussi, quand je dis c'est un élan, c'est aussi un carburant. Ça permet, je trouve, d'être plus épanoui, plus lumineux. Ah, c'est beau. Puis qu'est-ce que tu veux dire par graphique? Le livre va être illustré OK. par une designer, donc Wow. ça va être un beau livre. Ah, j'ai hâte de lire ça. C'est vraiment cool. Ça va être un livre d'été, tout le monde. Ça va être le fun. En nous, est-ce que tu as l'impression est-ce que tu connais les langages de l'amour? Ah, les body... Oui, non, les cinq... OK, mettons que je t'ai nomme. Oui, nomme-moi les parce que je les connais, mais pas totalement. OK. Donc,
le langage de l'amour, la langue de l'amour, je sais pas comment on le dit, là, mais c'est des différentes façons qu'on démontre notre amour puis qu'on aime la recevoir. Oui, c'est ça. Après, ça va avoir été beaucoup influencé par comment on nous a offert l'amour quand on était jeune, parce que l'amour, ben, il y a l'amour de soi, l'amour des autres, des partenaires de vie, parents, enfants, etc. Bref. Donc, il y a service rendu. Donc, le fait de donner un service ou d'aimer recevoir un service, ta partenaire qui va déblayer ta voiture, mettons, l'hiver. Moi, mettons, j'adore ça. Mais est-ce que ça va vraiment venir me chercher? En tout cas. Après ça, il y a les mots. Moi, je le fais pas, mais j'aime bien le recevoir parce que mon père faisait beaucoup ça. Puis, tu sais, il était moins dans l'action. Mon père travaillait beaucoup, on se voyait pas beaucoup, mais quand il me rendait des services, tu sais, puis qu'il me faisait mes petits œufs le matin, mais là, comme j'étais full contente. Après ça, il y a les actions, donc le temps passé ensemble. Tu sais, un moment qu'on vit ensemble, qu'il n'y a rien d'autre qu'une activité ou juste le fait d'être ensemble. Il y a les paroles, donc le feedback, les paroles, les beaux mots, les mots doux du genre « t'es belle » ou même « t'es capable », tout ça. Il y a les cadeaux. Puis les cadeaux, souvent, tout ça, en fait, t'es pas obligé d'être à 100% un de ceux-là. Ça peut être vraiment un amalgame de ceux-ci, puis à certains pourcentages. Puis y en a-tu un autre que j'oublie? Il semble que... Il y en a un autre. Le toucher. Le toucher, le fait de les câlins, les caresses. Ouais. Ah, moi, c'est parole et toucher. Ah ouais, parole et toucher. Ou mélanger comme c'est les deux plus prédominants. Mais pas les autres. OK. Est-ce que tu vois un lien entre comment tu as été élevé, tu sais, en lien avec ces langages de l'amour? Non, pas vraiment. Non, il n'y a pas vraiment de lien avec ça. Parole, non. Dans le sens que c'est-tu le contraire de ce que tu as eu? Ou Oui, peut-être. Mais c'est aussi que moi, genre, j'ai appris l'amour plus par les livres puis les mots. Puis c'est ça. Mais ça se passe encore plus même, tu sais, oui, à l'oral, mais surtout à l'écrit. Mm-hmm. Puis, ben le physique, ça, je suis une colleuse, ça, c'est certain, 100%. Mais on dirait que les services, non. Oui, ni recevoir, ni donner. Oui, même les cadeaux non plus. Les cadeaux, moi, c'est pas moi, quelque chose qui me... Moi, c'est à l'opposé même. On dirait que ça va me frustrer. Oui, moi aussi, j'aime pas les cadeaux. Parce que moi, c'est de même que ma mère me donnait son amour. C'est comme... Ah oui, donc ça t'énerve, c'est comme combler quelque chose. Ça m'énerve, ça vient trop comme... parce qu'on dirait que... Aussi, c'est un des langages de l'amour que, prime abord, tu vas dire, c'est superficiel, ça. Mais il y a des petits côtés comme cute, du sens, tu vas à l'épicerie, tu reviens avec... un petit quelque chose. Le petit quelque chose, tu sais, quand mon chum, il revient avec des cornichons, je suis bien contente, tu sais. Ah oui, OK. Si on m'arrive avec un cadeau, ça va moins me donner l'effet de « je suis aimée ». Ou le moment présent aussi, il est fort, là. Il est très fort aussi parce qu'on en manque beaucoup, tu sais. Oui. Mais c'est ça, c'était mon lien avec l'amour parce que j'adore ce... Non, mais je le connaissais, mais c'est juste que je m'en rappelle plus exactement, mais j'adore cette affaire-là. Oui. Non, mais je trouve ça le fun. Je trouve plus qu'on connaît notre communication, soit dans la sexualité, dans l'amour, dans aussi les amitiés, il y a comme plein de trucs autour de ça. Moi, j'ai fait un baccalauréat en psychologie. Ah, OK. J'ai vraiment aimé ça, justement. Puis, ah oui, OK. Ben là, c'est ça, là. Encore aujourd'hui, c'est mon petit bonbon. Toi, c'est quel type de lecture tu fais? Ah, les lectures que je fais ces temps-ci, là, c'est vraiment comme plate, là. C'est vraiment des lectures... non, c'est pas des lectures de fun, là. C'est des lectures de rapports d'université dessus parce que je suis en train de finir un livre sur le masculinisme. Oui. Qui va être publié en France cet automne. Donc, je lis beaucoup de ça, mais normalement, moi, je lis des romans, toutes sortes de choses, des récits beaucoup. J'adore lire. Lire, c'est vraiment mon échappatoire, mais c'est pas toujours facile de trouver le temps. Ben, c'est là, ça, j'ai je hâte me demandais... de m'y retrouver. J'ai envie d'en savoir... Je sais que le temps va vite, là, donc dans mes dernières questions, je me demandais... On dirait qu'on sait tout ce que tu fais en termes de projet, mais après ça, quand je colle tout ça ensemble, puis je sais que les gens se posent la même question pour moi, mais ça ressemble à quoi une vie? Ah, genre une journée dans question. Ta vie, dans le sens qu'on sait que t'es professeur aussi, on sait que... Mais comment tu trouves le temps de faire tout ça? Ben... T'es une mère, t'es... Une journée typique, mettons. Une journée typique, là, amène-nous avec toi, là. Typique. Premièrement, quand t'enseignes pas tous les jours. Donc, ça, c'est... Mettons une journée où j'enseigne pas. Mettons, le matin, je me réveille assez tôt. Je vais porter mes enfants, mettons, à 8h30. Ah, mais je veux même savoir, c'est quoi ton café? Ah oui, OK, j'aime ça. Bon, moi, je me réveille le matin. Mettons, là, j'ai changé mes heures, là, mais je suis comme à 6h. OK. Je me réveille. Ouais, mais je me couche tôt.
Ah oui, c'est bon. Je me ça. couche à 10 heures, là, mettons. OK. Ben, je sais pas si c'est c'est quand tôt. même bien. Non, c'est tôt. Mettons, je me couche quand même à 11, mais tu sais, je fais rien de bon en 10 et 11. Là, je scroll. Ben, c'est ça. Mais comme à 10 heures, j'essaie de me coucher. Puis le matin, donc, à 6 heures, je me réveille. Premièrement, je vais me faire un café, comme systématique. Je fais mon lit. Je vais réveiller mes enfants. Je prépare leur lunch pendant qu'ils se réveillent. Là, ils se réveillent. Ils déjeunent, c'est compliqué. Là, après ça, je les habille parce qu'ils ne veulent pas s'habiller parce qu'ils ont 5 et 7 ans. Ben oui. Ils ont-tu le même lunch? Oui. OK. Des fois, il faut que je change un petit peu le lunch, mais bon, là, je fais le lunch. Après ça, moi, je fais mon ménage avant de sortir. Ah ouais? Bien, j'essaie de cleaner toutes mes OK, affaires avant ce de... que tu viens de sortir. Là, je vais les reconduire. Je reviens, puis moi, à partir de 8h30, souvent, c'est comme... Ben, pas 8h30, 8h45, 9h, ça varie, mais c'est écriture. Donc, de 9h à 11h, c'est de l'écriture. Que ce Est-ce soit que tu de le fais le l'écriture- matin parce que tu as plus Mon la cerveau liberté est là. créative? OK. Mon cerveau, ça se passe là. De 9h à 11h, soit que j'écris un article, soit que j'écris un livre, soit que j'écris un scénario. Ça dépend ce que j'ai à faire comme écriture, mais j'écris. C'est super pratique, ça va bien de 9 à 11h, 11h30 presque. Après ça, ce qui arrive, c'est que là, je vais comme répondre à mes courriels, je vais dîner et je vais m'entraîner 1 heure. Wow. Ouais. Après ton heure de dîner. Ouais, je m'entraîne. Soit je cours ou je fais quelque chose. Ou sinon, ça va être plus tard dans la journée. Ça dépend s'il Ou fait le beau. yoga. Ou yoga, mais c'est soit pilates, yoga, Ouais. course, whatever, mais j'essaie de m'entraîner. J'essaie de te donner une journée typique. Ouais, ouais. Après ça, c'est quoi? Soit un meeting, puis après ça, de la paperasse. Puis après ça, je prépare le souper, puis je vais chercher mes enfants, puis je reviens. Puis quand je reviens, après avoir fait le souper, les coucher, machin, des fois, je travaille un petit peu. Le soir, je finalise des affaires et où je lis et où j'écoute quelque chose. Ça, c'est quand je suis à la maison. Ça, c'est des journées que j'aime beaucoup. Après, j'ai souvent des conférences, des Ouais. entrevues et ou cours. Donc, là, c'est de la préparation de conférences. Mais ça, souvent, je fais ça l'après-midi, préparation de cours ou de conférences. Mhm. Mais le matin, c'est de la création. Puis aussi, je me fais toujours des listes. OK. Moi, il n'y a pas une journée, je ne fais pas une liste. Liste de ce que j'ai à faire. Liste de ma semaine, liste quotidienne. Est-ce que tu utilises l'IA ou non? L'IA, oui, je peux l'utiliser pour, par exemple, j'utilise l'intelligence artificielle pour m'aider à faire... écoute, je vais donner un exemple très, très concret. Là. Soyons très clairs là, de comment moi j'utilise l'IA. Tu sais, mettons, j'ai un livre à faire, j'ai des références bibliographiques à faire. Puis là, l'éditeur, il y a un mode spécifique de référencement à faire. Alors que j'avais tendance à faire des références bibliographiques Ouais. autres. Je suis comme... Ce qu'on a je appris à suis- l'école, là, souvent. Oui, mais c'est ça, mais lui, il y a une autre affaire. Fait que là, je fais comme, mon référencement, je vais créer mon modèle. Je vais dire, voici le modèle à appliquer. Je te mets ma citation, ma référence, ajuste-le. Ah, c'est bien, ouais. Écoute, ça m'a fait gagner tellement de Ben temps. oui. Ça, c'est un exemple. Après ça, d'autres exemples, faire des tableaux et comme... C'est vraiment tout ce qui est dans la syntaxe, la structure, là, jamais dans la création. Mais je m'en Non, doutais, pas dans la évidemment, culture. là. Non, mais des fois, je l'utilise en recherche. C'est-à-dire que je suis comme, donne-moi des idées sur tel type de lecture que je voudrais lire, puis après ça, je vais vérifier. Ah, c'est bien. Mais je Moi, l'utilise. j'adore aussi, tu sais, à bon escient, évidemment, là. Est-ce que tu es sur Substack? Oui, Connais-tu? j'ai ma Substack. Oh my C'est God. nouveau, là, mais ben, c'est nouveau. Je n'étais pas super active. Oui, j'ai une Substack maintenant. J'aime full ça. J'adore ça. Ah, ben je vais te suivre. Oh mon Dieu, en plus, j'en parlais pas beaucoup parce que j'écris des trucs très personnels. Mais C'est ça qu'on aime avec t'es Substack. ouverte, Oui. Puis c'est gratuit, justement, puis tu peux me suivre, mais c'est ça, là, j'ai commencé ça, puis après, je me suis dit, ouf, je pensais pas que j'allais être suivie. Je n'ai parlé nulle part, en fait. Ah, ouais. Ouais, j'ai écrit une série qui s'appelle Who the Fuck Adopt Me. Oh, mon Ouais. Dieu, c'est bon. Mais bref, les séries, ça marche vraiment bien sur Substack. Ah, je ne savais ouais, pas. Ouais, puis là, C'est maintenant, en anglais ou justement, en français? en français. Ah, ben je vais le lire. Puis, justement, à travers ce processus, moi, je suis pas écrivaine, j'ai jamais écrit. J'ai juste fait, justement, de la recherche là, quand j'étais en psychologie. Puis, je trouve qu'avec la montée de l'IA, oui, c'est le fun pour tout ce qui est comme autre. Mais là, après ça, quand vient le temps d'écrire, on dirait que j'ai de la misère parce que j'essaie d'écrire pour ne pas qu'on pense que j'utilise l'IA. Tu comprends? Je suis plus dans des fois, j'ai de la difficulté à plus être dans le mode créatif. Parce que je me dis, non, on dirait que c'est l'IA qui a écrit ça. Ah, oui, c'est J'overthink tout, c'est- comme tu as vu aujourd'hui, là, mais... Ouais, mais en même temps,
comme à un moment donné, il ne faut pas virer. Avant, moi, j'utilisais le double tiret. Là, je l'utilise pas du tout. Là. Puis tu vas voir les gens sur Substack, ils n'utilisent même pas les majuscules pour comme pas prétendre, mais montrer. Aïe, OK, moi, je suis pas au courant de ces affaires-là parce que, genre, je suis pas au courant de ça. Là. Mais parce que tu peux corriger. Tu sais, en même temps, une personne qui veut corriger ses fautes d'orthographe en utilisant Antidote ou l'IA, tant que ça change pas la nature du texte. Exact. Moi, l'IA, là, je vais donner des exemples. Je l'utilise aussi, mettons, pour trouver des synonymes. Ben oui, moi aussi. Je suis comme... Mais en même temps, là, il y a des applications pour trouver si la personne fait de l'IA. Là. Oui, moi, j'ai exact. corrigé des travaux d'étudiants, puis c'est clair quand la personne utilise l'IA. Là. Tu vois la syntaxe, la manière que c'est. C'est ça. Mais tu penses qu'il y a la surveillance là-dessus? Oui. Ben on dirait qu'un peu comme je t'ai dit par rapport aux autres sujets de vie, on dirait que j'ai toujours peur que les intentions soient pas réellement... Que les gens me prétendent des intentions que c'est pas réellement ça, les miennes. Mais je trouve ça triste, le monde qui écrive, tu sais, par l'IA, là, genre... Oui, exactement. Je suis dans comme, le sens man, comme il y a des entreprises qui font ça. Oui, je sais, mais ça paraît, tu sais. C'est juste qu'avant, moi, j'en faisais des énumérations. Là, je suis comme, bon, ben, je ferai plus autant d'énumérations parce que l'IA fait beaucoup d'énumérations. Ça commence toujours par un complément de phrase. Tu sais, tu vois, je veux dire, là, on est capable de le voir, là. Ah ouais, hein? J'essaie de, justement, être à l'opposé, mais je veux dire, ça peut Mais arriver. c'est parce que là, en même temps, ça va être partout. Ouais. Moi, par exemple, je vais... autre utilisation de l'IA que je fais, tu sais, il y a vraiment des questions, des fois, que je sais pas ce que mes enfants me posent des questions, je sais pas c'est quoi la réponse, sincèrement. Ah ouais. Tu leur dis, ce sera pas long. Bien, c'est parce que je parle à ChatGPT dans mon auto, puis je suis comme, devinette, ou tu sais, comme, peux-tu me dire, comme la coupe, je sais pas, c'était... Mon fils me demandait, dans l'histoire de la Coupe Stanley, quelle équipe avait fait le plus de buts. Ouais. Là, j'étais comme, pour vrai, je le sais pas, là. Fait que là, je demandais à l'IA, puis là, il nous le disait. Puis, tu sais, je vérifiais, puis c'était ça. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, c'est cute, écoute, la curiosité. oui, c'est ça. Mais tu sais, je pense qu'il faut l'utiliser intelligemment. Tu sais. Oui, exactement. Bon, mais crime, on arrive à la Écoute, fin. oui, J'ai une dernière OK. question pour toi. C'est quoi la question que tu t'attendais à recevoir dans un podcast, par exemple, qu'on t'a jamais posé? Oh, que je m'attendais à recevoir. Ou quelque chose qu'on t'a jamais posé que tu as envie de partager? Hey boy, OK, je réfléchis. Attends un peu, là, je réfléchis. Oui, là, une hein, je te seconde. prends au dépourvu. Mais sont bonnes tes questions. Parce que des fois, on fine. arrive à des podcasts puis c'est pas préparé. Ouais, ben, Toi, tu y as pensé à honnêtement, tes questions. je vais être honnête avec Lucie, je trouve qu'on est vraiment le yin et le yang, dans le sens... ça, c'était une autre de mes questions, mais comme on est vraiment l'opposé, mais ce qui fait qu'on se complémente bien. Puis moi, un peu, des fois, je suis un peu trop dans le contrôle, puis justement, de tout savoir. Puis c'est le fun aussi d'avoir cette liberté-là, de se poser des questions qu'on ne sait pas la réponse. Bien, je pense que justement, peut-être la question qu'on m'a jamais posée, mais ça serait peut-être, c'est quoi ton plus grand échec qui t'a appris? Qui t'a appris? Tu sais, qui t'a donné des ailes, en fait. Parce que des fois, je trouve qu'on parle de l'échec comme tout le temps, négatif, etc. Puis c'est ça. Ben, en fait, je pense que ça serait ça la question. Puis je pense que je dirais que peut-être des déceptions amoureuses, là. Certaines dans nos vies, tu sais, nos peines d'amour. Ouais. Qu'on pense qu'on s'en sort jamais, puis finalement, on se rend compte que ça nous fait grandir malgré tout. Donc, l'élan de l'amour s'est transformé en un élan aussi. C'est parce qu'il y a un élan, là, on tombe. On tombe, mais quand on tombe, Après... ça fait tellement mal, mais on se dit, écoutons, on est-tu capable de se le relever? Mais je trouve que les ruptures amoureuses nous apprennent beaucoup, même si c'est les pires déchirements pour moi. C'est comme des deuils, en fait, comme perdre quelqu'un. Fait que ça serait peut-être ça. Ouais. Mais merci en tout cas pour Merci m'avoir permis toi. d'avoir accès à toi, tes beaux projets puis ta personne. Là, c'était vraiment un honneur. Ben, c'est moi. On va mettre en description tout en lien avec tes prochains projets, la campagne On s'écoute, ton Substack même. Puis, le Substack, ben oui, j'écris pas encore beaucoup, mais je vais m'y mettre. On va aller mais voir ça. on va suivre aussi, on va te suivre sur Substack. Oui, pas trop. Merci. Merci beaucoup.